Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre dans cette nouvelle web-émission Atout Santé spéciale innovation en santé. Le thème aujourd'hui sera à quoi ressemblera l'hôpital de demain. Alors, aucun des services et aucune des activités n'a échappé au processus d'innovation technologique et certainement pas la santé. L'hôpital de demain verra sans aucun doute le développement de la télémédecine, de l'e-santé, des techniques opératoires robotisées, même s'ils existent encore, elles seront plus précises et sécurisées. On a le sentiment que la crise actuelle a enfin permis à ces techniques de se révéler au grand jour. Qu'en sera-t-il dans quelques mois? Aujourd'hui, pour parler de ces thèmes, nous recevons sur le plateau d'Atout Santé le professeur Francis Bonnet, praticien hospitalier en anesthésie-réanimation et professeur à la faculté de médecine. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Gargani. Vous êtes accompagné du docteur Franck Verdonck, chef de clinique en anesthésie-réanimation. Merci aussi d'être à nos côtés et bonjour à tous les deux. Alors, plusieurs thèmes seront abordés pendant cette web-émission. Comment sera l'hôpital de demain? Quelles sont les conséquences pratiques actuelles pour les patients qui doivent se faire opérer très prochainement? Alors, vous pouvez poser vos questions en live tout au long de l'émission et nous les transmettrons bien sûr à nos invités. Alors, première partie de cette émission, comment sera l'hôpital de demain? Alors, juste avant, vous avez vu dans cette période, la réanimation a fait beaucoup couler d'encre, on en a beaucoup parlé, mais concrètement, qu'est-ce que la réanimation? Professeur Bonnet. C'est les soins qui sont donnés à des patients qui sont dans une situation difficile avec une menace vitale. Et cette menace vitale, elle résulte de ce qu'on appelle une défaillance d'organes ou de systèmes, une défaillance respiratoire, une défaillance rénale, une défaillance cardiaque. Et donc, c'est quand les patients sont dans cette situation critique qu'ils vont bénéficier de soins de réanimation, qui sont des soins aigus, mais qui peuvent se prolonger sur plusieurs jours, voire semaines, bien entendu. Alors, les pratiques de soins sont-elles différentes en réanimation lors d'une épidémie comme celle que nous avons vécue, que nous vivons aujourd'hui? Alors, elles sont probablement un peu différentes de celles que nous avons l'habitude de voir, essentiellement parce que les patients présentent globalement tous la même symptomatologie, qui en l'occurrence, dans le contexte du Covid-19, était une symptomatologie respiratoire. Donc, on avait finalement des patients qui étaient très homogènes dans leur manière de se comporter, en particulier dans leur défaillance. Et en ceci, les patients étaient probablement différents. Deuxième élément, c'est qu'ils étaient globalement tous très, très lourds. En termes justement de défaillance, et puisque cette défaillance respiratoire était très importante, il y avait des soins, en particulier infirmiers, qui étaient extrêmement lourds. Et donc, d'avoir un grand afflux de patients qui soient tous similaires avec tous cette même longueur de soins rendait globalement les pratiques de soins différentes de celles que nous avons l'habitude d'avoir. Et c'était voilà, ça a été rapidement plus clair. Justement, on a parlé beaucoup de services de réanimation. Est-ce que vous avez manqué de matériel? Et si oui, comment vous avez organisé et par quels moyens vous avez pallié à ce manque? Alors, M. Gargani, vous avez lu les journaux, donc effectivement, on a dit qu'on manquait de beaucoup de choses. Et c'est vrai que devant l'afflux de patients, il y a eu vraiment des craintes, effectivement, de se trouver dans des situations extrêmement difficiles. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en Île-de-France, grâce à une organisation exemplaire, et aussi du fait que l'épidémie avait sévi dans d'autres régions précédemment, on a pu quand même faire en sorte que les matériels lourds qui étaient essentiels soient présents et utiles au moment où il y avait le maximum de patients présents. Je pense par exemple aux respirateurs, mais aussi aux moniteurs de surveillance cardiovasculaire, par exemple. C'est des matériels qui sont indispensables à l'exercice de la réanimation, mais dont on a pu quand même disposer effectivement pour tous les patients qui étaient hospitalisés. Quand ça a été tendu, comment vous avez réorganisé les choses? Est-ce qu'il y a un nouveau modèle qui s'est développé? Et quand ça a été tendu, il y a eu en particulier une réorganisation des locaux, premièrement, qui était nécessaire, puisqu'on a réattribué certains locaux à l'exercice de la réanimation. Le deuxième élément, c'est qu'on a bien réorganisé également la partie non médicale, donc du personnel soignant, infirmier et soignant, logisticien, dont une partie a dû être réorientée d'activités qu'il réalisait a priori au bloc opératoire ou en salle de réveil, ou les infirmières anesthésistes, par exemple, se sont toutes réorientées vers la réanimation. Donc, il y a eu également toute une réorganisation du personnel qui a dû être faite et rapidement. Et le troisième élément, c'est le personnel médical
qui s'est également très rapidement réinvesti ou qui a quitté l'exercice de bloc opératoire en particulier, je pense aux anesthésistes réanimateurs, pour exercer de la réanimation, au même titre que les chirurgiens ont arrêté toute activité qui était non urgente. Donc, il y a eu une réorganisation de l'hôpital en tant que tel qui était nécessaire pour accueillir brutalement ces types de patients. Ensuite, il y a également toute la prise en toute la chaîne administrative qui finalement a également bougé dans le même temps et qui a permis de soutenir cet exercice qui était très particulier. Alors maintenant, si on se projette dans l'avenir, quelle architecture on peut prévoir pour l'hôpital de demain? Est-ce qu'on peut imaginer des hôpitaux plus modulables en cas d'urgence? Comment vous voyez les choses aujourd'hui après cette expérience? Alors, on peut parler que des réanimations, bien sûr, hein, sous l'angle de la réanimation. Donc, pour créer une unité, il faut du matériel, vous l'avez évoqué, il faut des locaux et il faut des personnels compétents. Et donc, l'idée qui a prévalu, c'est celle de la mobilisation de l'ensemble de la collectivité pour créer des unités de réanimation dans des locaux appropriés, avec du matériel et des personnels. Donc, comment on doit envisager l'avenir? D'abord, il y a toujours un point d'interrogation sur cet avenir, puisque la crise qu'on a connue était à la fois complètement unique et massive. Donc, est-ce qu'elle se reproduira de cette façon ou d'une autre? On n'en sait rien. Mais sur un modèle de ce type, en tout cas, et puisqu'il y avait déjà eu des épidémies dans le passé, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser les ressources rapidement pour créer de telles unités, comme ça vient d'être décrit par le docteur Verdonck, mais en même temps, ça ne sert à rien de les maintenir, je dirais, toute l'année, dans des contextes où on n'a plus ces afflux de patients. Donc voilà, le savoir-faire, c'est dans la plasticité, la résilience qui permet de monter des unités de réanimation. Et en fait, on peut concevoir ce système un peu comme une incrémentation progressive, unité par unité, en fonction d'une réponse qui correspond à l'afflux de patients et son importance. Alors, on a parlé du matériel, mais on n'a pas parlé du personnel. Là aussi, peut-être qu'il faut organiser une réserve hospitalière de personnel soignant dans ces contextes-là. Alors ça peut être tout à fait une option qui, je pense, à retenir de cette crise, c'est la capacité qu'a eu actuellement le personnel qui n'était pas aguerri à la réanimation de faire de la réanimation. Elle a été réalisable par une certaine plasticité du personnel qui s'est franchement donnée. Mais on peut anticiper les crises potentiellement ultérieures justement en maintenant cette capacité de formation qu'elles ont acquise finalement qu'elles ont acquise au cours de cette crise, en réalisant par exemple de manière assez simple 2 à 3 journées par an de maintien des compétences pour le personnel qui n'est pas habitué à la réanimation, mais qui est quand même proche de la réanimation. Je rappelle que les infirmières de salle de réveil, les infirmières anesthésistes, même les infirmiers de bloc opératoire ont quand même l'habitude de gérer les situations qui sont urgentes, même si c'est au bloc opératoire et pas en réanimation. Et donc, justement, là, il y a potentiellement une innovation organisationnelle à réaliser pour l'hôpital qui est de maintenir ce pool permettant d'accueillir brutalement un certain nombre de patients. C'est un petit peu ce qu'on a vécu lors des attentats aussi. Enfin, finalement, la nécessaire de réanimation pour ça a vécu un certain nombre de situations qui ont été source d'innovation, plus organisationnelle que technique, mais source d'innovation quand même. Donc, innovation en réanimation et en santé. Merci pour cette première partie. Deuxième partie, ça concerne plus les patients qui vont être opérés prochainement. Et ils ont bien sûr des tas de questions. La première question, c'est la consultation d'anesthésie préopératoire. Est-ce qu'il faut qu'elle persiste et dans quelles conditions? Je crois qu'on a un petit slide à passer en même temps que votre réponse. Alors, si la question c'est faut-il pérenniser la consultation d'anesthésie préopératoire, la réponse c'est évidemment oui, car il ne faut en aucun cas altérer la qualité de la prestation médicale qui est fournie, notamment aux patients qui vont être opérés, aux patients dits chirurgicaux. Ensuite, le fait qu'il persiste une probabilité d'infection Covid chez un certain nombre de patients va compliquer un tout petit peu les circuits de prise en charge, en ce sens qu'il est important de dépister les patients qui auraient encore des symptômes. En tout cas, il semble qu'il y en ait vraiment de moins en moins, mais néanmoins, à l'heure où on se parle, ça reste une préoccupation, et de faire en sorte que ces patients dépistés à l'avance soit ne soit pas soumis à un geste chirurgical non urgent et puisse être pris en charge sur le plan médical. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les circuits de prise en charge des patients tiennent compte de cette probabilité d'infection Covid, et que donc, une des idées qui est développée actuellement, c'est celle de la téléconsultation, de façon à ce que
on limite le temps présentiel des patients dans des situations comme celle de l'hospitalisation où persiste cette probabilité d'infection Covid. Alors, quel type de patient peut bénéficier de ces consultations à distance? Est-ce que tous les patients peuvent en bénéficier ou il y a quand même quelques patients qu'il faut vraiment voir en consultation? Globalement, tous les patients peuvent bénéficier de la téléconsultation et c'est plutôt les indications chirurgicales qui en limitent l'accès, essentiellement parce qu'on considère que les patients qui vont vivre les indications chirurgicales ou la chirurgie les plus lourdes, les chirurgies les plus lourdes, avec une mortalité prédite qui est au moins de 5 à 10%, ces patients-là doivent bénéficier d'une consultation physique puisqu'il y a des conséquences potentielles ultérieures qui sont plus lourdes. Donc, globalement, retenir que tout type de patient, quels que soient ses antécédents, quel que soit son âge, doit pouvoir bénéficier de la téléconsultation s'il en est d'accord. Donc ça, c'est un élément majeur, c'est-à-dire que le patient doit être d'accord et doit avoir accès. Alors, soit à un téléphone, ce qui est quand même assez courant, on va dire, dans notre époque, et encore mieux, à de la vidéo consultation, ce qui est l'élément ultime. Avec pour règle principale qui est la téléconsultation ne permet pas, ou en tout cas doit permettre plutôt, à l'inverse, d'avoir une consultation identique en termes de qualité à celle qui est faite en présentiel. Et comment vont s'organiser celles qui seront en présentiel, justement les personnes qui devront se déplacer pour ces consultations? Comment ça s'organise aujourd'hui? Pour le présentiel aujourd'hui, il faut, comme partout, dans tous les lieux de toutes les collectivités, effectivement respecter des mesures de distanciation physique et des mesures d'hygiène. Donc, il y a un certain nombre de règles dans les locaux de consultation pour que les patients soient pris, je dirais, à distance les uns des autres, et également que ça se passe avec de la protection, des masques et des solutés désinfectants. Voilà l'originalité, si je puis dire, des consultations, des locaux de consultation actuellement. Alors, comment se déroulera une intervention chirurgicale dans ce contexte aussi? Quelle précaution doit prendre le patient, par exemple? Alors, le patient en lui-même ne doit pas prendre précaution particulière, excepté s'il présente des symptômes. Et donc, des symptômes susceptibles d'être causés par l'infection par le Covid, par la Covid-19, comme on dit actuellement. Et donc, il y a un certain nombre de questionnaires qui sont délivrés, alors avant la consultation d'ACI, mais surtout avant la chirurgie. Et dans les chirurgies lourdes, en plus, un certain nombre d'examens complémentaires supplémentaires sont nécessaires, comme la réalisation d'une PCR, donc d'un écouvillon nasopharyngé, pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection Covid. Mais globalement, le patient reçoit une recherche d'informations pour savoir si potentiellement il a atteint par le Covid. Ensuite, tous les patients, s'ils n'ont pas de critères qui soient diagnostiques ou prédictifs de Covid-19, va, dans ce cas-là, rentrer dans le circuit classique de la chirurgie. Et pour les patients, et donc le sujet, c'est pour les patients qui ont potentiellement une infection Covid, dans ce cas-là, ils bénéficient d'examens complémentaires comme les PCR qui leur permettent de diagnostiquer oui ou non la présence d'une infection Covid. Et si c'est le cas, l'intervention, dans la mesure où elle est décalable, sera décalée. Dans le cas des interventions qui sont dites en urgence, pour lesquelles on n'a pas le choix, il y a des circuits dédiés qui seront réalisés dans l'hôpital, avec une salle de bloc opératoire qui est dédiée aux patients infectés par le Covid, avec une salle de réveil et un réveil qui sera réalisé dans des locaux dédiés, fermés, isolés, avec une ventilation nécessaire, et puis une prise en charge post-opératoire dans les services qui sera également dans des secteurs dédiés. Donc, il y a des secteurs, et c'est un peu la lourdeur, c'est ce qui complexifie un peu la prise en charge actuelle des patients. Il y a nécessité d'avoir en gros deux circuits, un circuit qui est maintenant majoritaire, qui est redevenu majoritaire, qui est le circuit des patients sans infection Covid, avec donc un circuit classique, mais il y a des circuits dédiés pour les patients Covid, et donc on les dépiste dès leur arrivée à l'hôpital, avant même l'arrivée à l'hôpital, je veux dire à l'entrée de l'hôpital, il y a des questionnaires qui leur sont délivrés, et parfois même on envoie des textos la veille de l'intervention, justement pour être certain que ceux qui sont malades ne se présentent pas à l'hôpital, et donc il y a un risque d'infection de patients non Covid. En gros, pour être simple, les patients qui ont une infection suspectée et qui sont soumis à une chirurgie programmée, eh bien, seront déprogrammés et reportés à plus tard. Les patients qui peuvent être opérés en urgence et qui ont une infection suspectée, eux, ils feront l'objet d'une prise en charge particulière dans le cadre de leur intervention. Merci à tous les deux, c'est la fin d'Atout Santé. Alors, au travers de cette émission, on remercie bien sûr l'ensemble des soignants, mais en particulier les réanimations. Et donc, vous êtes les témoins vivants de toutes les activités que vous avez faites pendant cette période-là. Donc, merci au nom de tous les téléspectateurs de votre engagement. C'est le moment de se quitter, chers téléspectateurs. La webémission Atout Santé vous retrouve 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi soir. Vous pouvez nous retrouver sur les chaînes YouTube Atout Santé. Bien sûr, likez
nos différents posts que nous mettons sur Facebook, Atout Santé TV. Et d'ici la prochaine émission, je vous souhaite de rester en bonne forme et en grande santé. Et je vous dis à bientôt.